Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du sujet de brevet de mathématiques de centre étranger du 10 juin 2024. Alors, ce sujet était composé de 5 exercices. On commence tout de suite par le premier exercice. Alors, cet exercice est un questionnaire à choix multiples, aucune justification n'est demandée. Alors, nous, pour le besoin de la correction, pour que vous compreniez bien, on expliquera les réponses, mais vous n'aviez pas besoin de le faire dans le sujet. Alors, pour chaque question, 4 réponses sont proposées, une seule réponse est exacte. En plus, ils l'ont mis en gras, donc faites bien attention. Il n'y a aucune raison d'entourer 2 réponses. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Alors ça, j'insiste aussi, c'est important, puisque souvent, on a des copies où il y a autre chose qui est fait que ce qui est demandé. On vous demande uniquement le numéro de la question, donc vous mettez question 1 et réponse, si c'est celle-là. Alors des fois, il y a des numéros. Si vous avez le numéro, vous mettez A, B, C, D. Si vous avez une valeur, vous mettez bien la valeur, d'accord? Mais il faut qu'on sache à quoi vous répondez. Alors, donnez l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 puissance moins 100. Alors là, l'exposant, il est énorme. Alors, vous pourriez certes utiliser votre calculatrice. Nous, là, quand même, on va rappeler les méthodes parce que si vous aviez un exercice où il faut détailler, que vous sachiez quand même comment on peut faire. Alors, regardez bien. J'ai 0,193 fois 10 puissance moins 100. On veut une écriture scientifique. On rappelle que l'écriture scientifique d'un nombre, c'est quoi? C'est un nombre décimal compris entre 1 et 10 fois une puissance de 10. Alors pour le moment, on regarde bien, on a bien la puissance de 10, mais le nombre qu'on a ici, il n'est pas compris entre 1 et 10. Alors première chose à faire, regardez bien, on commence par transformer le nombre décimal qui est devant la puissance de 10. Pour avoir un nombre entre 1 et 10, on va prendre la virgule, on va la mettre entre le 1 et le 9. Donc ça fait 1,93 fois, alors attention, on a un nombre en 0, quelque chose. On sait que l'écriture scientifique qui permet de traduire ce genre de nombre a une puissance de 10 avec un exposant négatif. Alors on voit qu'on a déplacé la virgule d'un rang vers la droite. C'est comme si on avait multiplié par 10. Pour que la virgule elle reprenne sa place, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de diviser par 10 ou de multiplier par 10 exposant moins 1. Donc on a bien notre exposant négatif. On n'oublie pas qu'on avait le 10 exposant moins 100. Maintenant, attention, 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 100. Ça veut dire quoi? 10 exposant moins 1, on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Fois 10 exposant moins 100, on décale encore la virgule de 100 rangs vers la gauche. En tout, la virgule, on la déplace de combien? 10 exposant moins 100. Il y en a qui ont peut-être vu cette année que lorsqu'on multiplie deux puissances de même base, donc en particulier ici 2 puissance de 10, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On garde le 10 et on additionne les deux exposants. Moins 1 plus moins 100, ça fait bien moins 101. Donc l'écriture scientifique de 0,193 fois 10 exposant moins 100, la réponse, elle était ici. Voilà, c'était la deuxième réponse. Voilà pour la première question de l'exercice. Alors, petit 2, Lily part en vacances, elle parcourt 480 km en 5 h 42 minutes. Quelle est sa vitesse moyenne en km par heure arrondie au dixième? Alors, deux moyens de procéder. Soit vous savez calculer une vitesse directement à partir de la formule. Je vous rappelle que pour calculer une vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On prend la distance et on la divise par le temps. Alors ici, on veut une vitesse en km par heure. Qu'est-ce qu'on va faire? On met notre distance en kilomètres et notre temps doit être en heures. Alors la distance, elle est en kilomètres, pas de souci. Par contre, on voit que le temps qui est donné, il est donné en heures et minutes. On se souvient comment on procède. 5 h 42 minutes. Attention, 5 heures, ça ne bouge pas. Par contre, 42 minutes, comment on passe des minutes en heures? Une heure, c'est 60 minutes. Donc, pour passer des heures aux minutes, on multiplie par 60. Et pour passer des minutes aux heures, par contre, on va diviser par 60. Donc, 42 minutes, c'est 42 soixantièmes d'heure. On a divisé 42 par 60.
Ça, c'est de la proportionnalité. Et donc, ça va nous faire quoi? 5 heures plus 42 divisé par 60, ça fait 0,7. Ça nous fera 5,7 heures. Une fois que j'ai ma durée en heures, ben, je prends ma formule. La distance, je la remplace par 480. Le temps par 5,7. Voilà, on a bien des kilomètres en haut, des heures en bas. On divise des kilomètres par des heures, on va bien obtenir des kilomètres par heure. Alors attention, on sait qu'on cherche une valeur à arrondir. Si je fais 480 divisé par 5,7, j'obtiens sur ma calculatrice 84,21 et des poussières. Donc arrondi au dixième, ça nous fera environ 84,2. On ne pouvait pas se tromper ici entre valeur approchée par excès ou valeur approchée par défaut sur notre valeur arrondie, même si clairement avec 84,21 on est plus proche de 84,2 puisque nous n'avons pas mis la proposition 84,3. Donc là on a notre réponse, c'est la deuxième encore une fois. Alors autre possibilité, ceux qui sont moins à l'aise, ou si dans le feu de l'action vous avez oublié votre formule, vous ne savez plus trop où vous en êtes, alors celle-là elle est quand même très facile à retrouver parce que quand vous avez des kilomètres par heure, qu'est-ce que vous faites? Vous divisez des kilomètres par des heures. Donc vous devez diviser la distance par le temps. Donc la formule de la vitesse avec du bon sens, vous la retrouvez tout le temps. Et éventuellement après avec les produits en croix, vous pouvez retrouver les deux autres qui en découlent. Regardez bien. Si jamais vous étiez un petit peu perdu, ben vous pouvez toujours vous faire rapidement un petit tableau de proportionnalité sur votre brouillon. Regardez. Moi je sais que pour une distance en kilomètres de 480 km, j'ai mis un temps, une durée de, alors en heures, de combien? Alors là on avait déjà fait la conversion, donc on peut la faire de la même façon. Donc j'ai une durée de 5,7 heures et nous on veut la distance en km par heure, c'est-à-dire pour une heure. Vous mettez ici, vous faites 480 fois 1 divisé par 5,7. Vous retombez exactement sur le même calcul que vous trouvez. Alors, ou ceux qui ont un peu plus de mal à convertir les heures et minutes en heures. Vous pouvez faire la même chose en passant tout en minutes. Ah, ça, je pense que vous êtes tous capables de le faire. Regardez bien. La distance, pas de souci, elle ne change pas. La distance, elle est toujours de... Alors, je ne refais pas tout. Hein. Elle est de 480 km. J'ai abrégé, hein, parce que de toute façon, c'est du brouillon. La durée, je vais la garder en minutes. D'accord? Pour que ce soit plus simple. Alors, j'avais 5 heures et 42 minutes. Ça fait combien de minutes au total? 5 heures, 5 fois 60, 300, plus 42, ça fait 342 minutes. Maintenant, quand je cherche ma vitesse en kilomètres par heure, en fait, je cherche le nombre de kilomètres parcourus en 60 minutes. D'accord? Et de la même façon, si vous faites 480 fois 60 divisé par 342 sur votre calculatrice, vous tombez exactement sur le même résultat que précédemment. Vous allez trouver le nombre de kilomètres pour 60 minutes, c'est-à-dire le nombre de kilomètres pour une heure. Voilà pour la question 2. Alors, petit 3, petite question de probabilité. Sam fait tourner la roue 6 comptes et regarde le nombre désigné par la flèche qui peut être 1 ou 2. Alors, faites attention parce qu'à chaque fois qu'il y a des roues, les élèves ne voient pas bien de quelle flèche on parle. Donc, à chaque fois, vous avez une petite flèche en général qui montre voilà, le secteur sur lequel va s'arrêter la roue. On admet que chaque secteur a autant de chances d'être désigné. Donc, on a autant de chances de tomber sur cette partie que celle-là, que celle-là, que celle-là. Donc, le nombre écrit dans un des secteurs a été effacé. Donc ici, on voit qu'il manque une valeur. Est-il possible d'écrire un nombre dans ce secteur de sorte que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit égale à 3/5? Alors, on voit qu'on a combien de secteurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 15 secteurs. Et pour le moment, on a combien de secteurs avec la valeur 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 8. Alors attention, si je veux une probabilité de 3/5,
Ça veut dire 3 valeurs 2 sur 5 secteurs. Or, en réalité, on a combien de secteurs au total? On en a 15. Donc, on a 3 fois plus de secteurs. Donc, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Pour que la probabilité que la flèche désigne le nombre 2 soit de 3 cinquièmes, il faudrait aussi qu'on ait 3 fois plus de secteurs numérotés 2. Donc, c'est-à-dire qu'il nous en faudrait 9. 3 sur 5, c'est la fraction simplifiée de 9 sur 15. Donc, 9 secteurs numérotés 2 sur 15 au total. Or, on a dit qu'on en avait 8. Donc, il suffit d'en rajouter combien? Il suffit d'en rajouter 1. Donc, il faudra qu'ici, on marque 2. Donc, on dit quoi? Oui, en écrivant le nombre 1. Oui, en écrivant le nombre 2. Voilà. Il fallait obligatoirement rajouter un 2 pour que la probabilité d'obtenir un 2 soit de 3 cinquièmes. Alors, on considère la liste de nombres suivante. 5, 1, 3, 10, 17, 11, 10. Pour cette liste de nombres, que représente le nombre 5? Alors, est-ce que c'est la médiane? Alors, attention, pour que ce soit la médiane, déjà, première chose, il faudrait que notre série de valeurs, là, elle soit comment? Elle soit rangée dans l'ordre. Alors, on peut le faire rapidement pour vérifier. 1, 3, 5, 10, 10, 11 et 17. Alors, attention, on a combien? On a 7 valeurs. La médiane, la valeur centrale, c'est laquelle? C'est celle-là, puisqu'on a un effectif impair, on prend la quatrième, on a bien 3 valeurs d'un côté, 3 valeurs de l'autre, donc la médiane c'est 10, c'est pas 5. Est-ce que ça peut être l'étendue? L'étendue c'est quoi? C'est la différence entre la plus grande valeur de la série moins la plus petite. Donc ici, là encore une fois, c'est bien d'avoir rangé les valeurs dans l'ordre, comme ça on ne se trompe pas, on prend la plus grande valeur moins la plus petite, l'étendue elle sera de 17 moins 1, 16, donc c'est pas l'étendue. Est-ce que c'est la moyenne? Alors, il suffit de faire quoi? Il suffit qu'on ajoute toutes les valeurs de notre série et qu'on le divise par le nombre de valeurs qui est 7. Donc, on y va. 5 plus 1 plus 3 plus 10 plus 17 plus 11 plus 10. Alors, j'aurais pu utiliser aussi les valeurs rangées. J'aurais pu prendre directement 2 fois 10. Alors, on y va, on va diviser par 7. 5 plus 1, 6, plus 3, 9. 10 et 10, ça fait 20, donc ça nous fera 29. Plus 17, 46. Et 46 et 11, ça nous fait combien? Ça nous fait 57. Donc, on se retrouve avec 57 divisé par 7. Donc, est-ce que ça nous fait 5? D'accord? On n'a pas besoin de faire le calcul. 57 divisé par 7, ça ne fait pas 5. Donc, en fait, le nombre 5, il représente rien de particulier. Voilà pour cette question. On finit. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait? Un petit exercice, un petit problème avec des fractions. Léa achète un vélo électrique. Pour le réserver, elle paye 1/5 du prix au magasin. Le magasin lui propose de payer le reste en 3 paiements d'un même montant. Quelle fraction du prix du vélo représente l'un de ces 3 paiements? Alors on fait bien attention, on nous dit que Léa a déjà payé 1/5 du prix. D'accord? Si on a déjà payé 1/5, Léa doit encore payer combien? 4/5 du prix. 5/5 moins 1/5, il reste 4/5. Elle paye le reste en 3 paiements. 3 paiements d'un même montant. Donc, identique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 4/5 divisé par 3 divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc, mon divisé il se transforme en fois. L'inverse de 3, c'est quoi 3? C'est 3 sur 1, donc ça devient 1/3. D'accord? Et ça nous fait quoi? 4/5 fois 1/3. 4 fois 1, 4. Sur 5 fois 3, 15. Alors là, vous voyez que je ne détaille pas tout puisque ça ne sert à rien, puisque nous, on va juste devoir sélectionner la bonne réponse. Donc, c'est combien? 1/3 de 4/5, c'est 4/15. Donc, c'était la réponse C.
Et ce premier exercice est terminé. Alors, exercice 2. Un entraîneur de sport prépare 2 circuits d'entraînement contenant plusieurs exercices de cardio et de renforcement musculaire. Un circuit commence à l'exercice 1. Attention, donc ici ou ici. Et se termine à l'exercice 1. Donc, une fois que vous avez fait tout le tour, quand vous revenez ici, vous avez fini votre circuit. Le circuit 1 contient 5 exercices. D'accord? Vous faites l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3, l'exercice 4, l'exercice 5. Vous avez terminé, vous revenez au départ. Chaque exercice dure 40 secondes et doit être suivi de 16 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant. Le circuit 2 contient 10 exercices. Chaque exercice dure 30 secondes et doit être suivi de 30 secondes de repos permettant de se rendre à l'exercice suivant. On va regarder quelle est notre première question. Montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes. Alors, si on reprend les consignes, qu'est-ce qu'on nous disait? Que dans le premier circuit, chaque exercice durait 40 secondes, d'accord, et qui devait être suivi d'un repos de 16 secondes à chaque fois. On sait qu'on a 5 exercices à réaliser, donc ça va nous prendre combien? 5 fois 40 secondes. Et entre ces 5 exercices, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5 périodes de repos de 5 secondes. Donc, si on prend le temps du circuit 1, donc je vais l'écrire comme ça, c'est 1. Regardez, si je fais 5 fois 40 secondes plus 5 fois 16 secondes, ça nous donne quoi? 5 fois 40, ça fait 200 secondes. À 5 fois 80, je multiplie par 10, ça fait 200. 5 fois 16, ça me fait combien? 5 fois 16, ça me fait combien? 5 fois 10, 50, et 5 fois 6, 30. En tout, ça me fait combien? 80 secondes. Donc 200 secondes plus 80 secondes, j'obtiens bien 280 secondes. On va vérifier le temps pour le circuit 2 et après on fera une petite conclusion. Pour le circuit 2, on nous disait quoi? Que chaque exercice durait 30 secondes, hein, je peux mettre à côté de n'importe quel exercice, et que entre chaque exercice, je devais avoir un repos de 5 secondes. Donc là, on regarde, il y a combien d'exercices au total? Il y a 10 exercices au total, et il y a combien de temps de repos? Donc il y a 10 temps de repos également. Donc ça va nous donner quoi? Les 10 exercices à 30 secondes. 10 fois 30 secondes, plus 10 temps de repos de 5 secondes, 10 fois 5 secondes. Et là, ça nous fait 10 fois 30 secondes, 300 secondes, plus 10 fois 5 secondes, 50 secondes. Et on finit avec une durée de 350 secondes. Donc là, petite conclusion, montrer que le circuit 1 s'effectue en 280 secondes et que le circuit 2 s'effectue en 350 secondes. On a prouvé que le circuit 1 s'effectue bien en 280 secondes et le circuit 2 en 350 secondes. Deuxième question, donnez la décomposition en produits de facteurs premiers de 280 et 350. Alors, déjà, petite anticipation, on voit qu'on vous demande de décomposer les deux nombres qu'on a dans la première question. Donc, il se peut que la décomposition que vous allez obtenir à cette question, elle vous serve par la suite pour répondre à une question sur les circuits. Donc, on y va. 280. Alors, moi, je suis plutôt adepte de la méthode VRAC, c'est-à-dire que je fais à l'instinct. Par exemple, 280. Ici, je vois un 0. Donc, pour moi, de suite, je vois la table de 10. Donc, je commence par 28 fois 10. D'accord? Le 10, d'un facteur 10, je sais qu'à chaque fois, je vais pouvoir en sortir quoi? 2 fois 5. Donc, 2 et 5 qui sont des nombres premiers. Alors, on rappelle qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement 2 diviseurs. 1 est lui-même. Et qu'attention, 1 n'est pas un nombre premier. Donc, ici, 28, ben moi, je sais par exemple que 28, c'est 4 fois 7. Allez. 10, on l'a dit, c'est 2 fois 5. On est presque au bout. On a 7 qui est un nombre premier, 2 qui est un nombre premier et 5 qui est un nombre premier.
4, c'est 2 fois 2. Et après, on avait fois 7, fois 2, fois 5. On a juste à regrouper dans l'ordre. 2 fois 2 fois 2, ça s'écrit 2 au cube, fois 5, fois 7. Donc voilà la première décomposition. On fait la même chose pour 350. Alors encore une fois, astuce, 350. Je vois quoi? Je vois la table de 10. Donc je vais dire que c'est 35 fois 10. Après 35, il m'inspire. Table de 5, 7 fois 5. On y va. Et 10, on l'a déjà vu. Pourquoi il est pratique? Puisque ça nous donne directement deux nombres premiers. Alors ce que là on a terminé, 7 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, 2 aussi. Donc on a terminé, il suffit juste de regrouper. Alors le facteur 2 tout seul en premier, 5 fois 5 ça fait 5 au carré et le 7 en dernier. Donc 350. A pour décomposition en produit de facteur premier, 2 fois 5 au carré fois 7. Voilà pour cette question 2. Alors petit 3, une séance d'entraînement est constituée de plusieurs tours du même circuit. Au coup de sifflet de l'entraîneur, Camille commence une séance d'entraînement sur le circuit 1 et Dominique sur le circuit 2. Expliquez pourquoi, lorsque 2800 secondes se sont écoulées à partir du coup de sifflet, Camille se trouve de nouveau au départ du circuit 1. Précisez où se trouve Dominique sur le circuit 2 lorsque 2800 secondes se sont écoulées. Alors, on sait que sur le circuit 1, il faut 280 secondes pour faire un tour, pour revenir à l'exercice 1. Or, 2800, là, sans trop réfléchir, on n'a même pas besoin de calculatrice, on voit que c'est quoi? On voit que c'est 280 fois 10. Donc, qu'est-ce qui va se passer au bout de 2800 secondes? Camille, elle aura effectué combien? 10 fois le parcours 1. Maintenant, précisez où se trouve Dominique. Alors, on va regarder. On sait que le circuit 2, c'est 350 secondes pour l'effectuer. Si j'effectue 2800 divisé par 350 sur ma calculatrice, alors éventuellement, quand vous avez des questions comme ça, vous ne savez pas si vous allez tomber sur un nombre entier ou pas, est-ce qu'il va effectuer un nombre complet de fois le circuit 2 ou est-ce qu'il va se retrouver sur un des autres exercices? Vous pouvez utiliser la touche division euclidienne de votre calculatrice directement, d'accord, pour vous dire est-ce que c'est 350 fois quelque chose plus un certain nombre. Donc si je fais 2800 divisé par 350, j'obtiens un quotient de 8 et un reste égal à 0. En fait, 2800 divisé par 350, bon, ça fait tout simplement 8. Ça veut dire quoi? Que 2800, il est à la table de 350. Donc, au bout de 2800 secondes, Dominique aura effectué 8 fois le circuit 2. Et il se trouvera également au départ du circuit. Donc, au bout de 2800 secondes, Dominique aura effectué 8 fois le circuit de entièrement et se retrouvera au départ du circuit 1 et se retrouvera au départ de l'exercice 1. Alors, petit b, après le coup de sifflet, combien de temps faut-il à Camille et Dominique pour se retrouver en même temps pour la première fois au départ de leur circuit? Alors, on a vu que sur le circuit 1, il faut combien? Il faut 280 secondes pour faire un tour complet. Sur le circuit 2,
il nous faut combien? Il nous faut 350 secondes pour effectuer un tour complet. Donc ça veut dire que lorsqu'ils vont de nouveau se retrouver tous les deux au départ, il y a plusieurs fois 280 secondes qui se seront déroulées et plusieurs fois 350 secondes qui se seront forcément déroulées. Donc on sait qu'on va chercher un nombre qui est dans la table de 280. Mais on sait également que Dominique, lui, passe toutes les 350 secondes au niveau de l'exercice. Donc on cherche aussi un nombre qui est dans la table de 350 secondes. Alors si vous vous souvenez bien, comment je peux faire? Comment je peux déterminer un nombre qui soit à la fois dans la table de 280 et 350 secondes et en plus qui soit le plus petit possible, parce que je cherche la première fois où ils vont se rencontrer. Alors, soit vous vous amusez à écrire la liste de tous les multiples de 280 et 350 et vous regardez le premier que vous trouvez, d'accord? Ça, c'est une méthode que vous avez vue en quatrième. Ou vous utilisez ce qu'on a vu au tout départ, à la question 2, on a décomposé, d'accord, 280 et 350 en produit de facteurs premiers. Alors, je rappelle que 280, c'était quoi? C'était 2 au cube, d'accord, fois 5 fois 7. On avait 350 qui était quoi? 2 fois 5 au carré fois 7. Donc si je recherche le plus petit multiple commun non nul à 280 et 350, c'est un nombre qui est dans la table de 280, donc dans la table de 2 au cube, de 5 et de 7. Il doit être aussi dans la table de 2 fois 5 au carré fois 7. Alors s'il est dans la table de 2 au cube, il est forcément dans la table de 2. Par contre, je veux que mon nombre soit dans la table de 5, mais surtout qu'il soit dans la table de 5 au carré. D'accord? Donc mon nombre pour le moment, il doit être dans la table de 2 au cube, fois 5 au carré, et il doit être aussi dans la table de 7. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Le plus petit multiple commun non nul à 280 et 350 et alors on y va, 2 au cube fois 5 au carré fois 7, ce qui va nous donner, alors 2 au cube ça fait 8 fois 25 fois 7. Regardez, même sans calculatrice, 8 fois 25 ça fait combien? Ça fait 200. 200 fois 7 ça fait 1400. Donc ça veut dire qu'au bout de 1400 secondes, que ce soit Camille ou Dominique, ils seront de nouveau pour la première fois ensemble au niveau de l'exercice 1. Donc on va répondre à notre question. Attention, on nous demandait le résultat en minutes et secondes. Donc on va répondre. Plus 1400 secondes, c'est, attention, combien de fois 60? Là encore une fois, pour éviter les erreurs, utilisez la touche euclidienne, ça vous fera gagner du temps. Donc vous faites 1400 divisé par 60, d'accord? Avec la potence de la division euclidienne, et vous trouvez quoi? Que 1400 c'est 23 fois 60 secondes, plus 20 secondes. Donc nos paquets de 60 secondes, ça nous donne nos minutes. Donc 23 minutes, 20 secondes. Donc on n'oublie pas la conclusion. Camille et Dominique se retrouveront ensemble et pour la première fois au départ de leur circuit, respectif, au bout de 23 minutes et 20 secondes. Dans l'exercice 3, nous avions un programme de calcul, donc un programme de calcul qui est assez similaire à celui que vous retrouviez dans le sujet d'Amérique du Nord de cette année.
Alors, vous voyez que votre programme de calcul, en fait, il se partage en deux. On a le nombre choisi. Dans la partie de gauche, on va lui soustraire 2. Dans la partie de droite, on lui ajoute 1. Puis après, on multiplie les deux résultats. Alors, on commence par la première question. On vous demandait justifier qu'en choisissant 5 comme nombre de départ, le résultat final obtenu est 18. Alors, si vous avez largement la place, regardez, vous pouvez regardez la structure. J'ai 5. Je fais quoi à gauche? Je soustrais 2. 5 moins 2 égale 3. Je fais bien apparaître les opérations et le résultat à chaque fois. À droite, je fais 5 plus 1. J'ajoute 1. Ça me donne 6. Et ensuite, je fais le produit des deux résultats. 3 fois 6 égale 18. D'accord? Donc, mon résultat, il est ici. C'est bien 18. On fait une petite phrase pour conclure. Si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat final obtenu est bien 18. Alors à la question 2, bon, j'ai déjà pré-rédigé, comme ça on va aller un petit peu plus vite. Calculer le résultat final donné par ce programme lorsque le nombre de départ choisi est moins 3,5. Alors regardez bien, deux manières différentes. Si je prends moins 3,5, donc je garde l'écriture fractionnaire, je fais moins 3,5 moins 2. Moins 2, c'est comme moins 2 sur 1, ou on pourra l'écrire aussi plus simplement, moins 4,5. Donc moins 3,5 moins 4,5, je garde mon dénominateur commun, je soustrais les numérateurs, moins 3 moins 4, c'est comme moins 3 plus moins 4, ça nous fera moins 7,5. La partie de droite, si j'ai moins 3,5 plus 1, c'est comme 1 sur 1 ou 2 sur 2, je garde mon dénominateur commun, 2, moins 3 plus 2, ça nous fera quoi? Moins 1. Je multiplie mes deux résultats, moins 7,5 avec moins 1,5. Ça me donne quoi? Moins 7,5 fois moins 1,5, moins par moins plus. Donc le problème des signes il est réglé. Ensuite, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 7 fois 1 sur 2 fois 2, ça fait 7 quarts. Alors, comme on ne nous précisait rien, on pouvait très bien laisser l'écriture fractionnaire 7 quarts. Ou 7 divisé par 4, ça donne 1,75 en écriture décimale. Donc on pouvait donner aussi 1,75. Alors vous voyez que je me suis un petit peu cassé les pieds avec des fractions. Bon, même si les calculs n'étaient pas très difficiles, j'aurais pu très bien me simplifier la vie, puisqu'il n'y avait aucune précision sur la manière dont je devais présenter mon résultat. Et si on est un petit peu à l'aise quand même avec l'écriture fractionnaire, on sait que moins 3,5, c'est l'écriture du quotient de moins 3 par 2. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à moins 1,5. Donc j'aurais très bien pu faire tous mes calculs avec moins 1,5 puisque j'ai la chance que cette division, elle est un quotient exact. Donc moins 1,5 moins 2, ça me donne moins 3,5. Dans la partie de droite, si je rentre moins 1,5, ça va faire quoi? Moins 1,5 plus 1. Attention, moins 1,5 plus 1, ça donne moins 0,5. Et si maintenant je multiplie moins 3,5 avec moins 0,5, moins par moins plus, 3,5 multiplié par 0,5. Quand je multiplie un nombre par 0,5, ça revient à le diviser par 2. Donc la moitié de 3,5. Je retombais bien sur 1,75. Il me suffisait ensuite de conclure. Si on choisit moins 3,5 comme nombre de départ, on obtient 7 quarts. Alors ça, c'est pour ceux qui ont gardé l'écriture fractionnaire, ou 1,75. D'accord? Un des deux résultats, vous auriez eu vos points. Alors, dans la partie 3, pour la question 3, on vous disait le script donné en annexe. Donc, vous aviez une feuille à part avec ces petites lignes de code et un tableau de proportionnalité pour un autre exercice, écrit avec un logiciel de programmation, correspond au programme de calcul ci-dessus. Donc, le programme de calcul qu'on a vu dans les questions précédentes et que j'ai remis ici. Complétez les lignes 3, 4 et 5 du script sur l'annexe à rendre avec la copie. Alors, regardons bien. On vous dit quoi dans ce script? Quand le drapeau vert est cliqué, demandez choisir un nombre. Donc, votre lutin, il pose la question. Vous rentrez le nombre choisi sur l'ordinateur. La valeur que vous rentrez, elle est enregistrée dans la variable réponse. Vous connaissez ça sur Scratch. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire de ce nombre? Dans la partie de gauche, on veut lui soustraire 2. Dans la partie de droite, on veut lui ajouter 1 dans le programme de calcul. Ici, on voit que dans la variable qui s'appelle A, on veut faire quoi? Mettre A à réponse moins quelque chose.
Donc ça correspond forcément dans la variable a à notre partie de gauche, à notre soustraction, et on sait qu'on doit soustraire quoi? Au nombre de départ, on doit soustraire 2. Donc on mettra A, réponse moins 2. À la partie de droite, on doit faire quoi? On doit ajouter 1. Donc regardez, on a la variable B, et dans la variable B, on enregistre quoi? Le nombre choisi, hein, qui est dans réponse, plus quoi? Donc plus 1. Et une fois qu'on a nos deux résultats dans la variable A et dans la variable B, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le programme de calcul, on devait multiplier nos deux résultats. Donc ici, on va prendre notre variable A et notre variable B. On va multiplier leur contenu. On va faire quoi? A fois B. Voilà tout simplement comment vous deviez compléter ce script. Dans la partie B, qu'est-ce qu'on vous dit? Soit la fonction g définie pour un nombre x donné par g de x égale x au carré moins x moins 2. Et on vous demandait de prouver que x moins 2, facteur de x plus 1, était égal à x au carré moins x moins 2. Donc, on voit ici qu'on a un produit de parenthèses et on veut prouver que c'est égal à la somme algébrique qui est ici. Transformer un produit en somme algébrique, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle développer. Donc ici, avec la propriété de double distributivité, j'ai fait quoi? J'ai distribué x avec plus 1, puis après j'ai distribué moins 2 avec x avec plus 1. Ça me donne quoi? X fois x plus x fois 1 moins 2 fois x, moins 2 fois 1. Si je simplifie chacun des produits, ça me donne quoi? X fois x, x au carré, plus x fois 1, plus x, moins 2 fois x, moins 2x, et moins 2 fois 1, ça donne moins 2. J'ai qu'un terme en x au carré, j'ai qu'un terme connu, par contre j'ai deux termes en x. Je les regroupe, hein, je réduis mon expression, ça me donne quoi? X au carré, alors plus x, moins 2x, 1 en moins 2, ça donne moins 1, donc moins 1x c'est moins x, et moins 2 pour terminer. Et on a bien prouvé que x moins 2 facteur de x plus 1, c'est bien égal à x au carré moins x moins 2. Par la suite, on vous demandait quoi? Résoudre l'équation x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0. On reconnaît quoi? On reconnaît une équation de produit, mon membre de droite qui est nul, et mon membre de gauche qui est un produit. Donc comment on résout ça? Grâce à la propriété que vous connaissez tous bien. Si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un de ces facteurs est nul. Hein, je multiplie x moins 2 avec x plus 1. Si mon résultat est égal à 0, ça veut dire quoi? Que soit x moins 2 est égal à 0, soit x plus 1 est égal à 0. Ces deux équations-là étaient assez simples. Hein. X moins 2 égale à 0, ça nous donne quoi? Je fais plus 2 de chaque côté, ça donne x égale à 2. Et x plus 1 égale 0, ça donne quoi? X égale moins 1. Donc on répondait, les solutions de l'équation x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0 sont moins 1 et 2. Et on vous disait d'en déduire, sans justifier, les antécédents de 0 par la fonction g. On a vu que la fonction g, elle était définie par quoi? Par g de x égale x au carré moins x moins 2. Mais que x au carré moins x moins 2, c'était la même chose que x moins 2 facteur de x plus 1. Quand on a résolu l'équation x moins 2 facteur de x plus 1 égale à 0, en fait, on a cherché les antécédents, puisque ça correspond ici à quoi? À g de x égale 0. Donc, tout simplement, il nous suffisait de dire que les antécédents de 0 par la fonction g sont moins 1 et 2. Et on avait terminé cette question. Alors, question 3. Parmi les trois graphiques ci-dessous, lequel correspond à la représentation graphique de la fonction g? Aucune justification n'est attendue. Alors, pour que vous compreniez quand même, hein, je peux vous donner plusieurs arguments. Nous, on a vu que la fonction g, elle était définie par quoi? Par g de x égale x au carré moins x moins 2. Ce qui ne correspond pas à l'expression d'une fonction affine. Or, pour le graphique 1 et le graphique 2, on a quoi? On a des droites. Et les droites, ça permet de représenter les fonctions affines. Or, g n'est pas de la forme ax plus b. Donc, on pouvait éliminer le graphique 1. Et donc, choisir le graphique 3. Par ailleurs, on sait également que g de x égale x au carré moins x moins 2. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple x égale 0, g de 0, ça va faire quoi? 0 au carré moins 0 moins 2. Ça va nous donner tout simplement moins 2. Donc, l'image de 0, c'est moins 2. Donc, ça veut dire que là, le cas où on a une courbe représentative de la fonction g, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 2, qui est ici.
on finit cet exercice avec la question 4 où on vous disait quel nombre doit-on choisir comme nombre de départ pour que le programme de calcul donne 0 comme résultat final. Alors si on imagine que le nombre choisi dans ce programme de calcul est x, le résultat qu'on obtient par la branche de gauche, ce sera quoi? On a x au départ, on soustrait 2, c'est x moins 2. Par la branche de droite, on ajoute 1 à x, ça va donner x plus 1. Si on multiplie nos deux résultats, ça va nous donner quoi? X moins 2 facteur de x plus 1. On poursuit notre correction de ce brevet de centre étranger avec l'exercice 4 où on vous disait sur la figure ci-contre, les points E, A et F sont alignés, les points E, B et D sont alignés. On sait également que les droites FD et AB sont parallèles. Ensuite, on nous donne des longueurs, on nous dit quoi? Que AE fait 4,4 cm, EB 3,3 cm, AB 5,5 cm, et enfin que BD, qui est ici, fait 6,6 cm. Alors attention, la première question, démontrer que le triangle ABE, qui est ici, est un triangle rectangle. On connaît les longueurs des trois côtés de ce triangle. Donc on va essayer de vérifier l'égalité de Pythagore pour démontrer que ce triangle est rectangle, tout simplement. Donc, dans le triangle ABE, je repère la plus grande longueur, c'est laquelle? C'est AB. Alors, on va calculer séparément d'abord le carré de la plus grande longueur. Je calcule séparément. AB au carré, ça nous fait quoi? 5,5 au carré, et ça nous donne 30,25. Maintenant, j'additionne le carré des longueurs des deux autres côtés. Donc, EA au carré plus EB au carré. Ce qui nous donne 4,4 au carré plus 3,3 au carré. « 19,36 plus 10,89 et ça nous donne bien 30,25. Donc là, on constate quoi? Que AB au carré est égal à EA au carré plus EB au carré. Et donc, on va conclure grâce à quoi? Grâce à la réciproque du théorème de Pythagore. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABE est rectangle en E. Voilà pour la première question. Alors on continue par la suite, on vient de montrer que ABE était un triangle rectangle en E. Calculer la mesure de l'angle ABE, donc l'angle de sommet B, arrondi au degré. Alors on vient de montrer que ce triangle était rectangle, hein, vous voyez, je viens de rajouter les informations. On connaît également
les longueurs des trois côtés de ce triangle. Un triangle rectangle, des longueurs, on en a besoin de combien en principe pour retrouver la mesure d'un angle? On en a besoin que de 2 en utilisant quoi? Les propriétés de la trigonométrie. On rappelle que AE fait 4,4, EB 3,3 et AB 5,5 cm. Alors imaginons, je prends par exemple, par rapport à cet angle, je vais prendre très simple, hein, le côté adjacent et l'hypoténuse. Comme ça, je vais utiliser le cosinus. J'aurais très bien pu utiliser la longueur du côté opposé, hein, AE, à cet angle, et l'hypoténuse, ou le côté opposé et le côté adjacent. Et à ce moment-là, j'aurais utilisé la tangente. Moi, je vais utiliser ces deux longueurs-là. Je vais dire quoi? Dans le triangle ABE, rectangle en E. On a le cosinus de l'angle ABE qui est égal à quoi? Alors, côté adjacent sur hypoténuse, BE sur BA, ça donne quoi? Ça donne 3,3 sur 5,5. On sait que lorsqu'on connaît la valeur du cosinus, du sinus ou la tangente d'un angle, on peut retrouver la valeur de l'angle en utilisant quoi? Arc cosinus, arc sinus ou arc tangente. Donc là, pas de souci, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à l'aide de la calculatrice, on obtient que ABE est environ égal à, alors attention, je vais taper arc cosinus de 3,3 divisé par 5,5 et ça nous donne, attention, 53,13 des poussières. Donc on veut une valeur arrondie au degré. Donc nous on va prendre environ 53 degrés. On est plus proche de 53 degrés que de 54. Et la question 2 était terminée. Alors on poursuit, calculer la longueur FD. Alors on désire connaître cette longueur. Et on rappelle dans les consignes, on nous a dit que les droites AB et FD étaient parallèles et qu'ici les points EAF et EBD étaient bien alignés. Si on se souvient un petit peu ce qu'on a fait pendant l'année scolaire, ça nous rappelle quoi? Les conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Est-ce qu'on a suffisamment d'indications au niveau des longueurs pour utiliser le théorème de Thalès? Alors, on se souvient que EB faisait 3,3, AE 4,4, AB faisait 5,5. On avait également la longueur BD qui faisait combien? Qui faisait 6,6. Donc, si je connais BD, je vais pouvoir connaître la longueur ED. 3,3 plus 6,6, ça fera 9,9. Donc regardez, est-ce que je suis bien? Mes deux triangles en configuration de Thalès, c'est EAB et EFD. Je connais la longueur EB, je connais la longueur agrandie, ED qui est 9,9. Je connais ensuite la longueur AB qui est de 5,5 et on cherche la longueur agrandie FD. Donc on a suffisamment d'informations, on a un rapport complet plus la longueur associée à celle que l'on cherche dans un autre rapport. Donc on va pouvoir faire tout le nécessaire. Alors attention maintenant à la rédaction, on va dire quoi? Les droites, vous savez comment il est là, les droites DB et FA sont séquentes en E. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est important? Les droites AB et FD sont parallèles. Donc on va dire quoi? D'après le théorème de Thalès, on a, alors on y va, EB sur ED.
égale EA sur EF est égal à AB sur FD. Alors, maintenant qu'on a écrit notre égalité des rapports avec les lettres, on va remplacer les longueurs connues par leur valeur. Ça nous donne quoi? EB, on l'a 3,3. ED, il est de combien? 9,9. Alors, si vous voulez, regardez, vous pouvez l'expliquer avant d'arriver ici. Avec ED, comment on l'a trouvé? On a fait EB plus BD. Ça nous fait 3,3 cm plus 6,6 cm. Ça fait 9,9 cm. Donc, on a bien EB sur ED qui est égal à 3,3 sur 9,9. Égal à EA, 4,4 sur EF. Ça, on ne cherche pas EF, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais on l'écrit quand même. Et ensuite, on a AB, 5,5 sur FD, la longueur cherchée. Donc, nous, on va utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, les deux rapports, celui-ci et celui-ci, le rapport avec les deux longueurs connues et le rapport avec notre longueur cherchée. Donc, on a l'égalité 3,3 sur 9,9 égale à 5,5 sur FD. D'où, si on utilise l'égalité du produit en croix, on dirait quoi? Que 3,3 fois FD égale à 9,9 fois 5,5. Et si je veux FD, je vais donc faire quoi? 9,9 fois 5,5. Le résultat de cette multiplication divisé par 3,3. Ça, vous le rentrez dans votre calculatrice, d'accord? Même si on aurait pu voir que, regardez, 9,9 c'est le triple de 3,3 et 3 fois 5,5 ça fait 16,5. Vous vérifiez avec votre calculatrice, on ne prend pas de risque. 9,9 fois 5,5 divisé par 0,3 et ça nous donne bien 16,5. On fait attention aux unités. On encadre notre réponse et on a terminé. Dernière question, une homothétie de centre E transforme le triangle EAB en le triangle EFD. Quel est le rapport de cette homothétie? Aucune justification n'est attendue. On sait que des triangles qui sont en configuration de Thalès, d'accord, c'est un cas particulier d'homothétie. Donc le sommet commun, c'est le centre de notre homothétie. Le triangle EFD, c'est l'image du triangle AB par l'homothétie de centre E. Il faut qu'on détermine le rapport. On sait que EFD, c'est un agrandissement du triangle AB. Et là, comme on est dans une configuration triangle emboîté, on voit que les deux triangles sont du même côté du centre de l'homothétie. Donc en fait, notre rapport d'homothétie, il est positif, il correspond simplement ici à notre coefficient d'agrandissement. Donc il suffit qu'on prenne deux longueurs connues. On peut prendre le 9,9 de ED et le 3,3 de EB et comparer les longueurs et voir quel est ce coefficient d'agrandissement qui sera donc notre coefficient d'homothétie. On pourrait très bien prendre aussi le 16,5 et le comparer au 5,5. D'accord? Alors, on va toujours repartir sur les deux longueurs qui étaient connues du départ, qu'on soit tranquille. Hein, si jamais vous avez fait une petite erreur d'écriture ou en tapant sur la calculatrice, vous allez faire faux à cette question, ce serait dommage. Donc, on répond simplement. Le rapport de cette homothétie est, alors si je prends, attention, ED sur EB, ça nous fait 9,9 sur 3,3 et donc ça nous fait 3.
On avait terminé pour cette question et donc pour l'exercice 4. Allez, on finit avec un petit exercice. On voit tout de suite apparaître un cône, donc on risque d'avoir des petits calculs de volume. Il se peut, alors on va lire ensemble. Les deux parties sont indépendantes. Partie A. Léo veut fabriquer un chapeau en forme de cône pour se déguiser en sorcier lors de la fête d'Halloween. Voici la représentation de ce chapeau en perspective cavalière. Le rayon OM de la base de ce cône mesure 9 cm. Donc c'est ici 9 cm et la hauteur OS mesure 30 cm. On fait attention, oui, les longueurs sont bien données dans la même unité. Donc on a 9 cm ici et 30 cm là. Démontrer que la longueur MS arrondie au dixième de centimètre, c'est-à-dire un chiffre après la virgule, est 31,3 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La longueur MS, c'est celle-là. D'accord? Si on regarde bien, on a la hauteur de notre cône qui est perpendiculaire au rayon OM. Donc ici, on a un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, on connaît deux longueurs sur 3. Donc on va pouvoir utiliser quoi? Le théorème de Pythagore pour calculer la troisième longueur. Donc on va dire quoi? Le triangle MOS et rectangle en O. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, alors on y va, hypoténuse il est où? C'est Sn, donc Sm au carré ou Ms au carré, puisqu'on nous donne dans ce sens, Ms au carré est égal à quoi? La somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit, donc OS au carré plus OM au carré. Ce qui nous donne MS au carré égale à OS au carré, c'est-à-dire 30 au carré plus le carré de OM, c'est-à-dire 9 au carré. Ces calculs-là, on peut les faire sans calculatrice. Le carré de 30, 30 fois 30, c'est 900. Le carré de 9, c'est 81. On a donc MS au carré est égal à 981. Maintenant, je désire retrouver la longueur dont le carré est 981. Qu'est-ce que j'utilise comme outil? La racine carrée. MS est égal à racine carrée de 981. Et si maintenant je pose racine carrée de 981 sur ma calculatrice, j'obtiens 31,32 et des poussières. Donc on a bien MS qui est environ égal à 31,3. Alors on poursuit avec la question 2. Léo souhaite vérifier que le chapeau sera adapté à son tour de tête qui mesure 56 cm. Les dimensions choisies pour concevoir le chapeau sont-elles adaptées au tour de tête de Léo? On a vu que notre chapeau était modélisé par un cône de révolution dont le rayon était de 9 cm. Donc, quelle est la longueur d'un cercle de rayon 9 cm? On utilise notre formule, attention. Le périmètre du cercle, c'est 2 fois rayon fois pi. Donc si le rayon veut 9 cm, on fait quoi? 2 fois 9 fois pi. Ça nous fait 18 pi. Et si je tape 18 pi sur ma calculatrice, 18 fois pi, j'obtiens 56,54 et des poussières. Donc c'est environ 56,5 cm. Donc on est bien proche des 56 cm attendus par Léo. Donc on pourra dire que les dimensions choisies par Léo pour son chapeau
sont bien adaptés. On poursuit cet exercice 5 avec la question 3. Léo a représenté ci-contre le patron de son chapeau. Il a reporté dessus les mesures des longueurs qu'il connaît, nommé MM', l'arc de cercle de longueur 56,5. Donc ça, regardez, c'est notre tour de tête. Démontrer que la longueur du cercle de centre S et de rayon SM, arrondi au dixième de centimètre, est égale à 196,7. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace le cercle entier, le périmètre du cercle, d'accord, est égal à 196,7 cm. Alors on y va. Comment on calcule la longueur d'un cercle? On va faire 2 fois rayon fois pi. Le rayon, c'est SM, d'accord, fois pi. Ah, comme tout à l'heure, j'aurais pu mettre 2 fois OM fois pi. Moi, j'avais mis la formule, j'avais mis R. Donc là, ça va nous faire quoi? 2 fois 31,3 fois pi. Donc là, pour le moment, on n'a pas besoin de calculatrice. À regarder, 2 fois 31,3, ça fait quoi? Ça fait 62,6 pi. Donc là, c'est notre valeur exacte en centimètres. Si maintenant, je demande à ma machine combien ça fait 62,6 fois pi, j'obtiens 196,637 et des poussières. Donc, si on prend la valeur arrondie au dixième, avec 196,66, on est plus proche de 196,7 que de 196,6. Donc, on vient bien de prouver notre résultat. On peut faire une petite phrase. La longueur du cercle de centre S et de rayon SM est bien d'environ 196,7 cm. On poursuit notre avancée. Pour dessiner en grandeur réelle son chapeau, il a besoin de calculer la mesure de l'angle M'SM. Alors, M'SM, regardez, c'est cet angle-là. On a besoin de connaître quel est l'angle ici. Après, on aura 4 acénos de côté. Il n'y aura pas de souci. Mais on a besoin de connaître l'angle qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'angle M'SM qui est proportionnel à la longueur de l'arc de cercle M'. Il décide de représenter cette situation par le tableau de proportionnalité qui était donné comme le petit programme Scratch en annexe, donc sur une feuille à part, que vous rendez. Donc on vous disait, placez la valeur 196,7 obtenue à la question précédente dans le tableau donné en annexe à rendre avec la copie. Donc vous voyez, mesure de l'angle M'SM en degrés, 360 degrés. Donc 360 degrés, c'est l'angle, le tour complet. On sait que ça correspond à une longueur de cercle de combien? On l'a vu, de 196,7. En valeur arrondie au dixième. Alors, j'ai placé ma valeur 196,7 et maintenant je vais pouvoir répondre à la question 3 où on me disait calculer la mesure de l'angle M'SM correspondant à une longueur d'arc de 56,5 cm qui permettra à Léo de tracer le patron de son chapeau. On sait qu'à chaque fois, la mesure de l'angle elle est proportionnelle à la longueur de cercle correspondante. Donc ici, on va faire quoi? On a 3 valeurs sur 4 dans un tableau de proportionnalité. On peut, à partir du produit en croix, trouver la longueur manquante en faisant quoi? En faisant 360 fois 56,5. Donc les deux nombres qui sont connus, qui sont dans la même diagonale, divisé par 196,7. Donc attention, je fais mon petit calcul, 360 fois 56,5 divisé par 196,7. Si on arrondit au degré, on trouve que ça fait environ 100
3 degrés. D'accord? Parce qu'on trouve 103,40 et des poussières. Voilà pour le petit c. Alors, il nous restait une partie B à effectuer. On rappelle que la hauteur du chapeau mesure 30 cm. Montrer que le volume total du chapeau arrondi au centimètre cube est de 2545 cm3. Alors, ils ont été sympas. Alors là, vous avez la chance puisque vous avez la formule qui est répétée. Hein. R de la base fois la hauteur divisé par 3. Lorsque c'est un cône, l'aire de la base c'est pi fois rayon au carré. Donc ça donne pi fois rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. On peut aussi dire 1 tiers fois pi fois rayon au carré fois h. Moi, je vais utiliser la version que je préfère. Pi fois rayon au carré fois h divisé par 3. Ça donne quoi? Pi fois 9 au carré fois la hauteur, elle est de 30. Centimètre fois centimètre fois centimètre, on aura bien des centimètres cubes. Je divise le tout par 3. Attention, ça va me donner quoi? 30 divisé par 3, 10 fois le carré de 9, 81. Ça me fait 810 pi. Ça, c'est ma valeur exacte. Nous, on attendait de votre part de prouver qu'on a environ 2545. Là, si je tape 810 fois pi sur la calculatrice, j'obtiens 2544,69. Donc, on est bien proche de 2545 cm3. Donc, la première question était faite. Alors, on vous disait, Léo décide d'utiliser son chapeau pour transporter les bonbons qu'il a récoltés pendant la fête d'Halloween. En arrivant chez lui, il constate que les bonbons atteignent le milieu de la hauteur de son chapeau. Il estime que sa récolte de bonbons n'a pas été bonne car il pense que le volume occupé par les bonbons représente moins de 15% du volume total de son chapeau. Son estimation est-elle correcte? Alors, si on reprend simplement notre figure, regardez, vous avez vu les indications qui étaient marquées. Alors, comment je pourrais faire pour dire si, étant donné que les bonbons, ils occupent la moitié de la hauteur, est-ce que ça représente moins de 15% du volume total du cône? Alors, je pourrais essayer de chercher le volume du petit cône. Ah, ce serait possible. Pourquoi? Parce que là, en fait, regardez bien. On a deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite, donc elles sont parallèles. Je connais ici les 15 cm, là les 30 cm. Je connais ici la longueur de 9 cm. Bon, ben, des droites parallèles. Regardez, un petit triangle, un grand triangle. Je pourrais très bien utiliser le théorème de Thalès et chercher cette longueur-là. C'est possible. Et après, je compare le petit volume avec le grand volume et je vois si ça me fait plus ou moins de 15%. Sinon, il y a un moyen très très simple. On sait que le petit cône, d'accord, ici, c'est une réduction du grand, d'accord? Hein, je vous rappelle le cours sur les sections de solides. Si le petit cône est une réduction du grand, le petit cône est une réduction du grand cône, on sait que le volume du petit cône, il peut être obtenu à partir du volume du grand, en multipliant ce dernier par le coefficient de réduction au cube. D'accord? Donc le coefficient de réduction, il sera de combien? Ben là, j'ai 15 cm, là, j'ai 30 cm. Le petit cône, c'est une réduction de rapport 1,5 ou 0,5. Alors, si on dit ça, le petit cône est une réduction du grand cône dans le rapport un demi. Donc, ça veut dire que le volume du petit cône, je peux l'obtenir à partir du grand cône en faisant quoi? Le volume du grand cône fois le coefficient de réduction au cube fois 1,5 au cube. D'accord? Or, qu'est-ce que ça représente? Le cube d'1,5.
ben, c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2. Ça fait 1/8. Donc ça fait quoi? Ça fait 0,125 ou simplement 12,5%. Donc le volume du petit cône, il représente uniquement 12,5% du volume du grand cône. Donc est-ce que Léo peut être déçu? Effectivement, puisque le volume du petit cône, c'est moins de 15% du volume de son chapeau. Le volume occupé par les bonbons représente donc moins de 15% du volume total du chapeau. L'estimation de Léo est correcte. On en a donc fini avec ce dernier exercice. Voilà pour cette correction du sujet de brevet de centre étranger du 10 juin 2024. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va continuer avec les prochains sujets qui arrivent les prochains jours. Et bon courage à ceux qui ont encore donc des épreuves à passer et bonnes vacances à ceux qui ont terminé. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour remercier. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.